Je vais passer tout de suite la parole à Serge Zagdanski, qui nous a donné comme titre « Du mauvais usage du traumatisme ». Oui. Bien. Du mauvais usage du traumatisme, donc. Lorsqu'il y a quelques semaines, on m'a demandé le titre de mon intervention, spontanément, c'est ce titre qui m'est venu. Il m'est venu après qu'on m'ait dit que le titre de nos journées était « Du bon usage du traumatisme ». Et puis très, très rapidement, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce titre? Enfin, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Et il m'est apparu, et c'est là qu'on voit peut-être comment l'inconscient est à l'œuvre, que ça renvoyait chez moi à d'autres questions, et c'est ce que je vais essayer de développer un petit peu ce matin devant vous. Le bon usage du traumatisme, on peut l'entendre de différentes manières. C'est là toujours la difficulté avec les signifiants et leur équivocité. Ça peut être le bon usage que peut faire une victime, un sujet d'un traumatisme dont il serait la victime. Ça peut être l'usage qu'en fait la collectivité, on l'a déjà abordé ici et ailleurs. Et ce serait, pourquoi pas, encore une autre possibilité, comment bien user le traumatisme. Puisque user, qui signifie faire usage, et usage ont la même étymologie. Est-ce que l'usage du traumatisme, donc, dans ce sens-là, ce ne serait pas, pourquoi pas, la tâche d'une analyse, par exemple. Alors, dès lors, est-ce qu'on peut parler du bon usage ou du mauvais usage du traumatisme, c'est-à-dire de la possibilité d'un choix, au sens où Freud et Lacan ont parlé de choix de la névrose? Dans Télévision, Lacan avance cette proposition que je trouve assez impressionnante. Il dit « La dépression, cette tristesse à laquelle on a donné l'âme pour support, serait simplement une faute morale, un péché, ce qui veut dire une lâcheté morale. » Et il ajoute, et ce sera important pour la suite de ce que je vais dire, et ce qui s'ensuit, pour peu que cette lâcheté d'être rejet de l'inconscient aille à la psychose, c'est le retour dans le réel de ce qui est rejeté du langage, c'est l'excitation maniaque par quoi ce retour se fait mortel. Doit-on comprendre donc que la dépression serait de l'ordre de la responsabilité du sujet, donc de son choix? Dans leur vocabulaire de la psychanalyse, Laplanche et Pontalis, à l'entrée choix de la névrose, écrivent que c'est une question qui a préoccupé Freud tout au long de son œuvre. Ils ajoutent « La réponse de Freud à ce problème a varié, donc choix de la névrose. Nous ne pouvons ici songer à en retracer l'histoire, qui implique celle des notions de traumatisme, de fixation, de prédisposition. » Alors, je prends soin, afin d'éviter tout malentendu, de préciser que ce terme « choix » ne se réfère évidemment pas à une conception intellectualiste, qui supposerait qu'entre différents possibles également présents, l'un d'eux serait élu. Il en est d'ailleurs de même dans l'expression « choix d'objet ». Pour Lacan, le choix de la névrose s'articule autour de la chose. Et dans sa leçon du 9 décembre 1959, d'un séminaire consacré cette année-là à l'éthique de la psychanalyse, et ce n'est pas sans importance, il se propose de parler de Das Ding. Alors ce terme, il est allé le chercher dans l'Entwurf, dans l'esquisse de Freud, qui l'introduit justement à propos de l'objet de vœu et des modalités inconscientes d'accès du sujet à ce dernier. Alors, pour Freud, à supposer, c'est comme ça que dans ce passage-là de l'esquisse, il l'aborde, à supposer que l'objet perçu soit semblable au sujet qui perçoit,
soit insemblable, ce fameux Nebenmensch qui a été évoqué notamment par Sandrine hier. Cet objet, donc, présente tout son intérêt théorique, nous dit Freud, d'être simultanément le premier objet de satisfaction, puis ultérieurement le premier objet hostile, et en même temps pour lui comme l'unique puissance qui secourt, à entendre qui le secourt. Et il ajoute, et c'est là qu'intervient la chose, et ainsi le complexe du prochain se sépare en deux composantes, l'une donnant une impression de structure permanente et restant un tout cohérent. Tout cohérent, c'est la traduction de chose, en fait, tandis que l'autre peut être comprise par un travail de remémoration. Lacan commente ce passage, et il nous dit la notion de ce Ding comme fremde, comme étranger, donc, et même hostile à l'occasion, en tout cas comme le premier extérieur, c'est là autour de quoi s'oriente tout le cheminement, qui sans aucun doute pour le sujet est à tout instant cheminement par rapport au monde de ses désirs. Le système du monde freudien, ajoute-t-il, c'est-à-dire du monde de notre expérience, c'est que cet objet das Ding, en tant qu'autre, grand autre absolu du sujet, c'est en tant que grand autre absolu du sujet qu'il s'agit de le retrouver. Et il ajoute enfin, et c'est par rapport à ce das Ding originel que se fait cette première orientation, ce premier choix, cette première assise de l'orientation subjective que nous appellerons à l'occasion Neurosenwahl, c'est-à-dire choix de la névrose. Choix de la névrose, mais aussi peut-être choix de la folie. En 1946, dans Propos sur la causalité psychique, il affirme « Enfin, je crois qu'à rejeter la causalité de la folie dans cette insondable décision de l'être. Je ne formule insondable décision de l'être. Je ne formule rien d'autre que la loi de notre devenir, telle que l'exprime la formule antique, deviens ce que tu es. » Objet perdu, donc, objet perdu à retrouver. L'objet perdu, c'est aussi ce qui caractérise la perte d'un être cher. La perte comme traumatisme et le deuil comme effet de ce traumatisme. Alors, il est intéressant que 20 siècles avant Freud, une tradition littéraire gréco-romaine se soit intéressée à cette question du deuil. C'est un genre littéraire qui n'existe plus aujourd'hui. Cette tradition littéraire, c'est la tradition des consolations. Aujourd'hui, on lui a substitué les condoléances. Et ces consolations ont un éminent représentant qui est Sénèque. Sénèque a donc écrit un certain nombre de consolations. J'en retiendrai deux essentiellement. L'une qu'il appelle consolation à Elvia, qui est sa mère, et l'autre qui est consolation à Marcia. Et il s'adresse à sa mère parce qu'il vient d'être exilé. Et c'est aussi intéressant par rapport aux questions qui nous agitent actuellement, qui agitent la société sur l'exil. Il a été exilé parce qu'on l'accuse d'avoir eu une relation adultérine avec la sœur de Caligula. Bon, en fait, il ne l'a pas eu, mais il est exilé en Corse. Et il écrit à sa mère, et il se trouve que Sénèque, avant son exil, a perdu son jeune fils, en bas âge. Et il écrit à sa mère et il lui dit voilà, chère mère, non seulement tu as perdu ce petit-fils, mais en plus, maintenant, ton fils aîné t'est retiré. Il est exilé. Et là, contre toute attente, il va faire l'éloge de l'exil. Alors, peut-être que si j'ai le temps, je vous lirai ces pages parce que je trouve qu'elles sont remarquables. Et il lui dit, console-toi, hein, en quelque sorte, c'est un avantage, finalement, pour moi que d'être exilé. Deuxième consolation, consolation à Marcia. Marcia, c'est cette femme dont le père s'est suicidé. Le père, en fait, était favorable au meurtre de César, commis par Brutus et Cassius. Il va le faire savoir, un procès devrait avoir lieu, il en connaît l'issue, hein, il sera tué, donc il anticipe et il se suicide.
Et sa fille va tenter de le dissuader, va tenter à tout prix de le dissuader, en vain, en vain. Et de plus, 3 ans après le décès de son père aimé, Marcia va perdre son enfant en bas âge. Et elle est dans un deuil inconsolable. Et Sénèque, dans cette très belle lettre, va s'employer à tenter de réconforter cette femme affligée. Je ne rentrerai pas dans le détail du texte, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais en fait, il s'agit d'un vigoureux appel, d'une exhortation à la raison humaine, à la dignité de l'homme, à son humanité. Là encore, pourrait-on dire, d'une certaine manière, discours totalement opposé au discours actuel sur le traumatisme. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne notre champ, si je reviens dans le champ de la psychanalyse, on ne peut pas évoquer la question du deuil sans faire référence à l'un des textes que je considère comme un des textes majeurs de Freud, qui est Deuil et mélancolie, écrit en 1915 et publié en 1917, sous le titre allemand Trauer und Melancholie. Freud, dans ce texte, met en perspective immédiatement le deuil et la mélancolie, parce qu'en fait, il ne va pas parler du deuil, il va parler de la mélancolie, il veut essayer d'éclairer ce qui se passe dans la mélancolie par rapport à la question du deuil. Le deuil, il le précise, hein, il n'y a pas de surprise, c'est un événement de chaque vie humaine qui est la perte d'un être cher ou le renoncement à une abstraction. Je crois que ça a été évoqué hier, un idéal par exemple. On parlait hier de l'idéal du moi. Et les conséquences qu'on appelle le deuil. La mélancolie, c'est un état clinique, dit-il, une affection qui ressortit à la psychopathologie. Et il poursuit. Dans le deuil, il y a la perte d'un objet. Dans la mélancolie, pour des raisons de constitution morbide, apparaît chez certaines personnes, chez certains sujets, à la place du deuil, cet état pathologique. Alors, pourquoi est-ce qu'il évoque les deux? Parce que, nous dit-il, les tableaux sont absolument identiques. Altération de l'humeur profondément douloureuse, dans le deuil comme dans la mélancolie, suspension de l'intérêt pour le monde extérieur, perte de la capacité d'aimer, inhibition de toute activité et abaissement du sentiment d'estime de soi qui s'exprime par des reproches et une calomnie contre soi-même qui va jusqu'à l'attente délirante du châtiment. C'est ce trait-là qui fait distinction entre le deuil et la mélancolie. Et il ajoute, et ça c'est important aussi, si dans la mélancolie comme dans le deuil il s'agit de la perte d'un objet, cette perte se caractérise toutefois d'être inconsciente. Dans le deuil, on sait quel est l'objet qui a été perdu. Le mélancolique, lui, ne sait pas ce qu'il a perdu. Et il ajoute aussi, il y a une énigme dans la mélancolie, car il n'est pas possible de savoir ce qui absorbe si complètement le malade. Il précise un petit peu ce qu'il en est et du deuil et de la mélancolie au regard de ce que je viens de dire. Le monde est devenu pauvre et vide. Dans la mélancolie, c'est le moi lui-même. Il nous le décrit, le malade, comme n'étant digne de rien, son moi, incapable, aucune activité, moralement répréhensible, il se fait des reproches, s'injurie. J'étaille un petit peu parce que ça me permettra d'éclairer le cas que j'évoquerai tout à l'heure. Il se rabaisse devant tout un chacun. Son délire de petitesse, principalement moral, se complète par une insomnie, un refus de la nourriture et un triomphe hautement remarquable sur le plan psychologique, sur la pulsion qui contraint tout ce qui est vivant à s'accrocher à la vie, c'est-à-dire à la pulsion de mort. Toutefois, ajoute-t-il, il n'est pas difficile, derrière les autoreproches, de discerner en fait des reproches adressés à une personne aimée ou qui l'a été, ou qui devrait l'être, et qui se sont retournés contre la personne propre, les reproches. Et vous connaissez la célèbre expression de Freud, l'ombre du moi est ainsi tombée sur l'objet. Alors, comment, et c'est là la question autour de laquelle l'ombre de l'objet est tombée sur le moi. Alors, comment expliquer ce phénomène? C'est la question que je pose là. C'est-à-dire,
En d'autres termes, sous l'effet de quel événement traumatique le sujet procéderait-il à cette inversion? Pour Freud, la réponse se trouve dans, je le cite, une offense, une déception réelle de la part de la personne aimée et qui a ébranlé la relation d'objet. La libido qui aurait dû se retirer de l'objet choisi pour se déplacer le cas échéant vers d'autres objets, comme dans le cas du deuil, se trouve réinvestir le moi. Il y a une identification du moi à l'objet abandonné. Et il ajoute que les causes déclenchantes de la mélancolie, la plupart du temps, outrepassent le cas évident de la perte causée par la mort et englobent toutes les situations d'offense, de relégation et de déception par lesquelles un antagonisme d'amour et de haine peut s'inscrire dans la relation. Lacan aussi évoque cette question. Je ne sais pas si c'est la même chose, en tout cas, il y a une analogie signifiante. Et il évoque cette déception fondamentale que Freud évoquait. Il aborde dans son séminaire la relation d'objet. Et il aborde, à propos de la question de la relation duel entre la mère et l'enfant, qui anticipe sur l'introduction, dans sa théorie, et du phallus, et du quatrième terme qui sera le père. Et il dit, nous sommes ici dans un triangle phallus, mère-enfant, qui nous intéresse que pour autant qu'il est repris dans le quatuor avec l'entrée en jeu de la fonction paternelle, à partir de cette, disons, déception fondamentale de l'enfant, reconnaissant non seulement qu'il n'est pas l'objet unique de sa mère, mais s'apercevant que l'objet possible, ceci plus ou moins accentué selon les cas, l'intérêt de la mère, c'est le phallus. Alors, avant de revenir à la clinique, je voudrais évoquer, à propos de cette question du choix, ce qu'il en serait du choix du traumatisme, les deux des deuils auxquels Freud a été confronté. En 1920, il perd sa fille aînée, Sophie, et dans ses correspondances avec Pfister et avec Binswanger, il fait part de son état. Et je voudrais vous lire rapidement ce qu'il dit, parce que je vais le mettre en perspective avec ce qu'il dira 3 ans plus tard, lorsqu'il va perdre son petit-fils, Heinle. Voilà. Donc, voilà ce que dit Freud à l'occasion de la perte de sa fille Sophie. Une perte qu'il faut oublier. Ce décès, si douloureux qu'il soit, ne change cependant en rien ma façon d'envisager la vie. Tout continue comme à l'ordinaire. J'ai perdu une fille chérie, mais je l'ai supportée étrangement bien. Votre lettre, donc là, il s'adresse à Binswanger qui vient de lui faire part du décès de son fils, de son propre fils. Votre lettre a éveillé un souvenir en moi, absurde, puisque ce souvenir ne s'est jamais endormi. Sophie était une fille que nous chérissions, mais ce n'était pas un enfant. À propos du décès de son petit-fils, donc 3 ans plus tard, il s'adresse d'une manière radicalement différente. Il dit « Cette mort a tué quelque chose en moi lorsque mourut le petit Heinle. J'en ai eu assez à la longue de la vie. Il me tenait lieu de tous mes enfants et autres petits-enfants. Depuis, je n'aime plus mes petits-enfants, je ne me réjouis plus de la vie. » Alors, je vais en arriver maintenant au cas... deux cas, en fait. Un cas qui est celui d'une patiente que je suis depuis un certain nombre d'années maintenant, et un autre exemple, je dirais, qui viennent un petit peu
encadrer ce que j'évoquais en début d'intervention autour de ce qu'il en serait du bon et du mauvais usage du traumatisme, ou à l'inverse, en l'occurrence, du mauvais usage et du bon usage du traumatisme. Voilà quelques considérations sur le traumatisme psychique que je voulais vous proposer ce matin. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Serge, d'avoir amené d'autres fils dans cette trame du traumatisme qu'on essaye de tisser depuis hier, la question du choix, la question du deuil. Donc, je passe la parole à Luciara, qui est notre discutant de ce matin. Oui, alors d'abord, te remercier de la qualité de ton exposé, parce que je trouve que, d'abord, c'est un exposé très construit et qui vise à une rigueur de lecture de la clinique. Alors, moi, ce qui me vient immédiatement, c'est toujours... Enfin, c'est les questions qui sont brassées là depuis hier. Qu'est-ce qui fait traumatisme ? Il y a une différence entre... On dirait qu'il y a trauma et trauma. Quand tu racontes ces deux cas cliniques, on voit bien qu'on est dans des cas de figure très différents, puisque dans le second cas, dont tu dis que l'issue est plutôt du côté du bon usage, on est pris dans une temporalité qui n'a strictement rien à voir avec celle du cas qui s'est suivi pendant de nombreuses années, qui est aussi le produit d'un tissage transférentiel. Et donc, voilà, ça pose déjà cette question de la notion de trauma. Est-ce qu'on est dans le moment du trauma, dans ce côté où le sujet est vide, je reprends l'expression dans le bouquin de Roland Chemama et Christian Hoffman. Et puis, il y a ce qui se construit, ce qui se reconstruit. Et tu poses ces questions avec une grande vivacité, là. Moi, ce qui me semble important dans cette question, c'est comment un sujet est saisi par un trauma, c'est-à-dire la temporalité même dans laquelle il est saisi, et le côté, ce qui peut s'en reconstruire dans cette effraction qui fait effroi et qui laisse sans voix, et un peu égaré, comme la personne dont tu le deuxième cas. Il part, il ne sait même plus où est son ami, etc. Il a oublié qu'il avait un ami. Oui, voilà. Et l'après-coup. Ça me paraît un point capital. Donc il y a la façon dont le sujet en est saisi et la façon dont il s'en saisit. La façon dont il s'en saisit, toi tu as posé avec, je trouve, beaucoup de clarté, la question du choix. Du choix inconscient. Absolument, oui. Bon. Tu évoquais Freud avec la question de la prédisposition, du trauma lui-même, de la fixation. Et puis tu évoques... Prédisposition, on peut penser aussi à son texte Prédisposition à la névrose obsessionnelle. Exactement, oui. Mais peut-être pour le deuxième cas. Et puis, cette question de l'insondable décision de l'être. Oui. Hein, qu'on parle Lacan. Et dans ton travail, moi, m'interroge surtout sur ces questions de temporalité par rapport à la question du trauma, et fait entendre que le contexte du trauma, et là, il n'y a pas de... La question du trauma sexuel, par exemple, elle apparaît pas, je ne sais pas si dans le premier cas, ça se pose, je ne sais pas, il faudrait avoir les détails de l'affaire. Mais le contexte du trauma me paraît très important. Mais la question qui se pose, c'est comment un trauma qui vient saisir un sujet est-il pris dans cette question du trauma, dans l'après-coup, à partir de ce que sa structure, enfin, de la structure dans laquelle il est inscrit déjà. C'est-à-dire, ce n'est pas sur n'importe quelle structure que vient se greffer un trauma. Et des remaniements de l'affaire, du symptôme traumatique, qu'on peut dire ainsi. Donc, c'est très compliqué. Et les cas cliniques que tu évoques laissent entendre, alors, autour du bon usage, mauvais usage. Alors, tu parles de la citation de Lacan, là, sur la question de la lâcheté, du péché, de la dépression. Ouais. Et en même temps, ce premier cas clinique interroge immédiatement.
tu parles de mélancolie. Hein. On peut faire crédit du fait que tu connais cette patiente et que bon, mais ça vient reposer la question de quand quelque chose est pris dans une chronicité, où il n'y a pas l'aspect extrêmement ravageur d'une mélancolie délirante immédiate. Il y a quelque chose qui filtre au fur et à mesure dans la temporalité du suivi. Ça interroge sur le statut de cette mélancolie. Il peut y avoir des formes de mélancolie chronique. Je ne dis pas le contraire. Mais ça interroge sur cette question. Et la question du choix, là, évidemment, et tu le soulignes, c'est compliqué. D'abord, ça ne peut pas être un jugement de... Enfin, tu dis bon, mauvais, parce qu'il faut trouver des mots pour... c'est-à-dire, qu'est-ce que... Oui, mais bien entendu. Donc, c'est comment le sujet s'en saisit. Quelles sont les conditions structurales qui sont en place pour qu'un sujet puisse s'en saisir, suivant aussi le type de trauma. Hein, et la question du corps, la question... Enfin, quand le sang... Tu parles de cette question de la question du sang, la façon dont cette patiente... de ce patient qui est éclaboussé. Non, pardon, oui, c'est quelqu'un que tu connais pas, qui te racontait cette affaire. Voilà, ça pose par exemple la question dans le livre de Christian Hoffman et Roland Chemama. Il est question comme ça de quelqu'un qui n'a pas assisté à des attentats, mais qui revient immanquablement à son balcon pour aller, comme si elle allait rechercher je ne sais quelle énigme. Et comme si elle était interpellée à son insu par quelque chose qui la dépasse. Si je oui. Peut-être la question de la jouissance. Hein. Oui. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Et ce qui est intéressant, enfin, j'évoquais Sénèque tout à l'heure, il le précise déjà à cette époque-là. À propos du deuil, il parle de jouissance. Voilà, donc c'était, je suis discutant, mais je dis quelques éléments comme ça qui me viennent. Bien entendu qu'il y a quelques questions dans la salle, hein. Mais ça fait réfléchir, par exemple, le fait que cette patiente, tu dis, est-ce que c'est un virage érotomane? Pas vraiment, visiblement, puisqu'elle dit que, au fond, ça ne répond pas vraiment. Il y a quelque chose qui se décale, mais il y a par contre une forme de destin particulier. Parce que tu n'as pas dit, par exemple, si cette femme avait une vie amoureuse, sentimentale, ou si c'était le désert de toujours. Et elle n'a jamais été mère. Oui. Enfin bon, voilà. En tout cas, la question de la responsabilité du sujet à travers la question du choix reste une question absolument déterminante. Mais si tu ne fais pas le pari de la responsabilité du sujet, même dans un cas de mélancolie chronique, si tant est que c'est une mélancolie, bon, c'est une question, hein, tu ne peux pas travailler vraiment. La question, c'est de laisser la porte ouverte, enfin, l'écart possible dans un travail transférentiel pour que quelque chose de ce côté complètement figé puisse éventuellement s'ouvrir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Johanna. Le cas de la patiente, enfin tout ce que vous avez raconté, est-ce que ce n'est pas une illustration, enfin, de la lecture que Lacan fait de la phrase de Freud que l'ombre de l'objet tombe sur le moi? C'est-à-dire que le deuil de l'objet, c'est aussi le deuil de l'objet qu'on a été ou qu'on pense qu'on a été pour celui qui est parti. Tout ce que vous avez raconté, enfin chaque épisode de cette patiente, me semblait parler de ça. Oui. Ça n'a pas été évoqué comme tel. En tout cas, votre question me rappelle que il y a quand même chez elle, dans un discours totalement contradictoire, et la plainte de ses deuils, de ses pertes, le père, la mère, le mari, le chat,
et en même temps l'idée d'un âge d'or qu'elle aurait perdu également. Et quand je lui parfois je m'autorisais à lui dire mais quand même c'était pas si formidable que ça de ce que vous m'avez dit, il y avait une contestation extrêmement violente de sa part. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a une question, Jean-Pierre Rosfelder et Stéphane Renard. Je te poserai une question sur la question de la réussite. Merci. Je voudrais vous remercier pour cette intervention que j'ai trouvée, enfin, pour moi, vraiment tout à fait passionnante. Je voudrais ajouter des choses latérales parce que vous avez évoqué le deuil et vous savez, j'ai fait une traduction de Deuil et mélancolie. Et je voudrais dire, enfin, parce que ce que vous avez dit, je l'ai entendu autour de ça. C'est-à-dire que Lacan dit tout de même que c'est dans l'article Deuil et mélancolie qu'il a eu l'idée de l'objet A. Petit A, oui. Hein. Et je pense que tout ce que vous avez dit flotte autour de ça. C'est-à-dire que ce qui est assez remarquable, c'est cette différence entre où finalement, dans l'article Deuil et mélancolie, Freud tourne toujours autour de quelque chose qu'il ne réussit pas à saisir, et qui est cet objet A. Et que cet objet A, au niveau de la mélancolie, vient obturer, compléter le trou, en quelque sorte, alors que ce n'est pas le cas dans le deuil. Hein. Et je ne sais pas, tout ce que vous avez dit, moi, enfin, je l'ai relu un peu avec cette méthode qui éclaire un certain nombre de choses de ce que vous avez dit. Et l'autre chose, naturellement aussi, qui est délicate, c'est qu'il faut toujours avoir dans la tête... quand on pense à cet article, je dirais presque fondateur, remarquable, c'est que Ich en allemand, c'est aussi le sujet, c'est pas seulement le moi. Alors on est obligé de prendre un parti, quoi, et on traduit par moi, mais il faut penser aussi à ça. Oui, absolument. Et Stéphane. Il y a une question ici. Il faut lever, garder la main levée parce que je n'ai pas de yeux dans le dos. Pas encore. Merci pour cette présentation. Et ce cas, et c'est intéressant d'amener Sénèque et cet exil et de rapporter le deuil à la question de l'exil. Alors on est toujours un peu en exil du fait du langage. Et la question que je voulais te poser, c'est si dans la mélancolie de ta patiente, il y avait quelque chose qui aurait pu être, ou qui a été mis à l'étude dans le fait qu'elle changeait. J'ai été intéressé par le fait qu'elle changeait de discours, qu'elle s'intéressait à des discours différents. À un moment, c'était la philosophie, à un moment, c'était autre chose. Et c'est comme si, dans un discours, elle n'arrivait pas à trouver ce qu'elle cherchait, qu'elle était à la recherche de quelque chose, et ne le trouvant pas, elle passait d'un discours à un autre discours. Et je me demandais ce que tu avais pu en faire à l'intérieur de la conduite de la cure de ta patiente. Écoute, c'était concomitant. On a peut-être pu comprendre qu'elle était passée d'un intérêt à un autre, mais ça s'est fait concomitamment. D'ailleurs, elle n'a cessé pendant ces 5 ans d'aller écouter ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, hein, qui sévissent un petit peu partout, Enthoven et autres Glucksmann, et elle revenait à chaque fois en disant, ou Pépin, voilà, ce qu'il a dit, c'est exactement moi. C'est exactement. Mais elle pouvait avoir vu une émission à la télé. Un jour, c'est pas inintéressant, elle me dit, j'ai regardé hier La Grande Librairie, c'était Annie Dupéret. Dupéret. Et elle, c'est moi. Ce qu'elle a dit, c'est moi. Voilà. Ce qu'a dit Annie Dupéret, c'est moi. Bon. Je pensais sur la question de l'exil, il m'était revenu en préparant. Je voulais dire quelque chose, c'est qu'elle a, à un moment, décidé d'accoler à son nom, qui est donc le nom de sa mère, son patronyme. Elle n'a pas été reconnue par son père, le nom de son père. C'est-à-dire qu'elle est arrivée un jour et elle s'est présentée, elle m'a dit, voilà, je suis, non plus Dupont, mais Dupont-Durand. Et Durand, c'est le nom de mon père. Et quand elle signe,
Et d'ailleurs, elle a aussi modifié son prénom, puisqu'elle en a fait, elle a pris la première syllabe de son prénom et la première syllabe du prénom qu'elle s'est donné en hébreu. Et quand elle se présente, il y a le prénom double syllabe française, syllabe hébraïque, et le double patronyme, nom de la mère, nom du père. Et à propos de l'exil, il m'était revenu cette phrase qu'on prête à Saint John Perse à propos du nom. Il arrive aux États-Unis et les autorités douanières lui demandent son lieu d'habitation et il répond « habitant de mon nom ». Bon. Voilà pour la question de l'exil. Une dernière question, Bernard, et après on passe à la... Enfin, c'est une remarque, c'est que qu'est-ce qui fait que vous avez été amené à associer le deuil et le traumatisme? Parce que à la limite, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que tout désir est fondé sur un deuil. Et bizarrement, c'est le traumatisme que vous avez rapporté. Il semble que ça a été pour ce garçon la possibilité d'engager son désir à partir du trauma. Hein. C'est-à-dire que, bon, alors on voit bien que la temporalité a joué pour lui. Il s'est dit, ça va, il faut peut-être que... Hein, il serait temps. Il serait temps. Hein. Mais le mot désir lui-même vient du regret. Hein. Et c'est à partir d'une perte que le désir est possible. Oui, absolument. Hein. Oui. Néanmoins, pour moi... C'est pas forcément une perte traumatique au sens... Mais le deuil est à comprendre comme effet du traumatisme. Le deuil est à comprendre comme effet du traumatisme. Effet de la perte, par exemple. Il y a une perte, on perd un être cher, et il y a un deuil. Oui, mais cette femme dont vous parlez, oui, c'est l'absence de deuil qui est là tout le temps, puisqu'elle ne peut pas accepter l'idée qu'il n'y a pas eu un âge d'or. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée que elle a... je ne sais pas comment dire. C'est à partir du fait qu'on renonce à ce qui n'a pas eu lieu, enfin, que le désir devient possible. Hein, le deuil de l'enfant qu'on a. Oui. Enfin, je bafouille un peu là. Non. Mais sur cette question de l'âge d'or perdu, il n'est pas sûr que ça corresponde à une réalité. Enfin, je vais préciser, c'est-à-dire, est-ce que je me suis demandé si ce n'était pas une simple formule qui lui permettait de continuer sa plainte, en fait. Mais vous voyez que ce n'était pas en référence à une réalité. Oui, enfin là, il y a quelque chose de non dialectisable dans cette affaire qui signe... Je voudrais dire un mot. Au sujet de cet homme qui vous a raconté son histoire au Bataclan. Donc c'est ce que vous avez classé dans le bon usage du traumatisme. Oui. Donc on peut se demander si ce qui nous régit en général d'ordinaire, c'est notre inconscient. Si ce traumatisme n'a pas permis de surmonter l'inconscient. C'est-à-dire qu'il a oublié sa névrose le temps momentanément, de quoi lui laisser la possibilité d'aller au bout de son désir. Bien, je voulais passer la parole à Christine Duratea, qui a proposé comme titre « Sexe, toujours ».